Bienvenue sur le plateau de Parole d'élu. Nous recevons aujourd'hui le nouveau député de la Plaine, de la 4e circonscription des Vosges, délégué départemental du Rassemblement national, conseiller régional Grand Est, Sébastien Habert. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, bien évidemment. Alors après 51 jours d'un suspense ébouriffant, on va dire ça comme ça, et de rebondissements multiples, la France s'est dotée d'un Premier ministre, Michel Barnier en l'occurrence, issu des rangs d'un parti arrivé en 4e position, ce qui quand même pose quelques questions, avec une position du Rassemblement national. On a l'impression que le RN était un peu faiseur de roi sur cette séquence-là. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui sur cette nomination ? Est-ce que c'est un pis-aller ? Est-ce que c'est une personnalité qui peut convenir au Rassemblement national ? Écoutez, moi je pense qu'aucun Premier ministre, mis à part Jordan Bardella, ne pouvait nous convenir. Simplement, nous, un des critères qu'on avait évoqués, notamment que Marine Le Pen et Jordan Bardella avaient soumis au président Emmanuel Macron lors des visites à l'Élysée, c'était que nos électeurs soient respectés. Je pense que M. Barnier respecte ce critère-là, ce qui n'aurait pas été le cas, par exemple, de Xavier Bertrand, qu'on avait entendu à un moment donné pour ce poste-là, qui lui méprise... Qui est LR aussi, on pourrait se dire, mais pourquoi un LR et pas un autre ? Mais parce qu'il y a ce critère du respect. Lorsque vous avez Xavier Bertrand qui dit qu'il se félicitait d'avoir brisé la mâchoire du Rassemblement national, je crois, aux dernières élections régionales, et qui ne respecte ni nos élus ni nos électeurs, on ne pouvait pas l'envisager. On a 11 millions d'électeurs aujourd'hui en France qui attendent des réponses d'un gouvernement. Et puis il faut sortir aussi de la situation de blocage dans laquelle nous sommes. Donc c'est aussi pour ça qu'on a dit qu'on n'allait pas censurer a priori, mais ça ne nous empêchera pas de le faire plus tard lors de l'examen du budget, si jamais les préoccupations principales de nos électeurs ne sont pas entendues, à savoir le pouvoir d'achat, l'immigration et l'insécurité. Et puis la proportionnelle. On a bien compris qu'il fallait impérativement que le gouvernement, quel qu'il soit, infléchisse sa position par rapport à ça. Pour vous, c'est une priorité maintenant ? Alors écoutez, on est aujourd'hui dans une période d'incertitude qui pourrait nous amener dans un an à une dissolution de l'Assemblée nationale où nous pourrions nous retrouver dans la situation identique de blocage que nous connaissons. Pourquoi ? Parce que le scrutin majoritaire à 2 tours tel que nous le connaissons est fait lorsque vous avez 2 blocs politiques qui s'opposent. Aujourd'hui, on constate qu'en France, nous sommes dans une tripartisation, tripolarisation de la vie politique, avec 3 blocs qui en sont sortis lors des dernières élections législatives. Et donc, pour vous, c'est durable d'ailleurs ? Ou est-ce que c'est purement circonstanciel, ce bloc central, ce bloc gauche uni et extrême droite ? Alors, je pense que ça ne sera pas durable à moyen et long terme, dans le sens où l'alliance, notamment autour de la gauche et de l'extrême gauche, était une alliance un peu contre nature qui allait de François Hollande à M. Poutou. Je pense que... François Hollande, je vous coupe, mais qui a déjà dit qu'il n'y aurait sans doute pas d'unité pour les prochaines présidentielles et qu'il y aurait un bloc gauche modéré et un bloc gauche extrême. Mais c'est aussi pour cela, parce que en fait, vous avez à chaque fois des partis qui sont capables de s'allier au moment de gagner des élections, mais après qui sont incapables de gouverner ensemble parce qu'il y a trop de divergences entre eux et pas entre guillemets, d'objectifs communs. Mais en même temps, on sent que les Français, l'électorat français a peut-être envie de ce genre de politique de compromis. Est-ce qu'on est obligé de se dire qu'il faut un parti fort contre un autre parti fort ? Est-ce qu'aujourd'hui, les cartes n'ont pas changé ? Aujourd'hui, je pense qu'il faut, évidemment, il y a un pluralisme à avoir. Je pense qu'il faut que chaque Français puisse être représenté dans l'hémicycle. Mais encore une fois, sans majorité absolue, nous aurons toujours les mêmes difficultés à essayer de faire passer des projets de loi ou des réformes, d'où le fait de se diriger vers la proportionnelle. Alors, quelle proportionnelle, on ne le sait pas encore. Je pense il existe différents types de proportionnelles. Pour vous, il faudrait un tour, c'est ça ? Il faudra y réfléchir, mais je pense qu'une proportionnelle à un tour peut-être permettrait aussi d'éviter les magouilles d'entre-deux tours qu'on a pu connaître, qui ont quelque part floué aussi les Français. Lorsque vous avez qu'un seul tour, si des alliances doivent être mises en place, elles sont mises en place avant ce premier tour, par exemple. Alors, on va beaucoup parler aussi de l'abrogation de la réforme des retraites dans les semaines qui viennent. On sait que ça sera l'objet de votre niche parlementaire fin octobre.
On est curieux de voir si le Rassemblement national pourrait voter cette abrogation et l'extrême gauche avec vous, en tous les cas le nouveau Front populaire. Est-ce qu'il y aura des tractations ou qu'est-ce qu'on peut imaginer par rapport à ça? Écoutez, c'est là où on va voir si le nouveau Front populaire était dans une démarche électoraliste ou si elle était dans une démarche sincère lorsqu'elle a proposé cette abrogation de la réforme des retraites. Le hasard du calendrier fait que nous allons être les premiers à proposer cette abrogation. Nous verrons si l'extrême gauche et la gauche font preuve de sectarisme. Je pense que c'est pas bon, c'est pas ce qu'attendent les Français. Vous savez, nous, dans la précédente législature, les députés Rassemblement national ne regardaient pas d'où venait le texte, ni par quel parti il était présenté. Nous, ce qu'on regarde, c'est est-ce que c'est bon pour les Français, est-ce que c'est bon pour ce qu'attendent les Français. Alors on va revenir justement sur ces législatives. Vous êtes désormais 126 députés, premier des 11 groupes qui composent l'Assemblée nationale. Il y a 11 groupes, vous êtes le premier numériquement, même si vous n'avez ni majorité absolue ni majorité relative. D'où un sentiment partagé, à la fois une progression du nombre de députés, mais un sentiment d'échec, puisque Jordan Bardella se voyait clairement à Matignon. Comment est-ce que tout ceci a été analysé? On sait qu'il y a eu du brainstorming et du débriefing pour analyser les choses. Écoutez, comme Jordan Bardella l'a dit, il prend aussi sa part de responsabilité lorsqu'il y a des choses à améliorer. Et c'est vrai que le Rassemblement national, après chaque élection, fait ce travail-là de remise en question. Mais ce qu'on peut souligner, c'est que en l'espace de 26 mois, nous sommes passés de 6 députés à 126 et qu'aucun parti politique, aujourd'hui, ne connaît une dynamique aussi importante. Ça, tout le monde le reconnaît, avec quand même un front républicain, qu'on le veuille ou non, qui a encore fonctionné. Est-ce que ça veut dire que vous n'êtes toujours pas considéré comme un parti ordinaire? Est-ce que vous avez intégré cette idée-là, même si vous dites, voilà, les partis, c'est de la magouille à gauche, mais de fait, au moment de passer à l'étape supérieure, eh bien, il y a beaucoup de citoyens qui ont dit, non, on va faire quand même obstacle au Rassemblement national. Je pense qu'il y a surtout eu les magouilles d'entre-deux tours et puis le système qui s'est... mais l'électeur est libre. S'il estime que c'est des magouilles, il n'est pas obligé de voter. Oui, mais vous avez vu derrière tout ce qui a été mis en place, notamment par un certain nombre de médias nationaux aussi, qui ont fait en sorte de polluer cette campagne, de faire peur aux Français, alors que, très honnêtement, lorsque les Français ont des députés Rassemblement national dans leur territoire, qu'ils apprennent à le connaître, mais ils se rendent compte que c'est une personnalité politique d'une grande qualité. Donc ils se rendent compte qu'il y a aussi peut-être un fossé entre la réalité et ce que veulent nous faire croire certains journalistes parisiens. En tous les cas, votre parti a quand même clairement mis en avant qu'il y avait encore un travail de formation et de casting. Il y a eu des erreurs, clairement. Ça, vous l'avez reconnu au sein du RN. Il y a eu, effectivement, lorsque vous avez 577 candidats à investir en 48 heures, évidemment, quelques candidatures qui peut-être n'étaient pas celles attendues. Et, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de personnalités intéressantes, brillantes, ou en tous les cas capables de tenir ce rôle-là encore? Alors, je pense qu'on a quand même 99,9% des candidats qui étaient des candidats de qualité et qu'il ne faut pas généraliser une erreur de casting sur 10 personnes. Mais effectivement, je pense qu'on va aller aussi vers plus de formation. Nous l'avons fait déjà, nous notamment dans le département des Vosges, depuis quelques années maintenant. Alors c'est quoi cette formation? Qu'est-ce qu'on apprend aux apprentis, aux débutants en politique? On a effectivement des formations à destination des adhérents, où là on aborde vraiment des parties programmatiques du parti sur différentes thématiques qui peuvent aller de l'immigration à l'écologie, en passant par l'Union européenne, l'histoire du parti, le fonctionnement du parti, le fonctionnement des institutions. C'est vraiment très large, c'est un panel complet en plusieurs modules. Donc bien avant le média training, bien avant les éléments de langage qu'on distille. Évidemment, lorsqu'on a des candidats qui sont pressentis pour aller à des élections, évidemment, là on a des formations beaucoup plus techniques, beaucoup plus politique, et on va aussi vers du média training, et tout ça va se mettre en place progressivement. C'est aussi pour ça qu'il y a eu une réorganisation au niveau du siège qui a été annoncée ce week-end à Paris. Eh bien justement, belle transition, vous étiez donc à l'Assemblée ce week-end pour cette rentrée de parlementaire du RN, où les éléments de stratégie ont été présentés. Alors à quoi faut-il s'attendre? On a vu qu'il y avait déjà un directeur de campagne pour les municipales, Julien Sanchez. Municipal, enjeu majeur pour le RN. On sait que vous visez quand même tout, ou en tous les cas une grande partie sur les présidentielles et législatives. Les municipales vont avoir de l'importance? Les municipales permettent d'asseoir notre implantation territoriale. Et effectivement, lorsque vous avez des
des élus municipaux, ça permet d'avoir un contact, un relais localement. Et plus on multipliera ces relais qui passeront et diffuseront la parole de bon sens du Rassemblement national, plus nous arriverons à conquérir de nouveaux électeurs. Alors on va parler des Vosges, évidemment. Aujourd'hui, vous avez 700 adhérents, ce qui est un record. Je crois qu'au sein de FN, RN confondus, on n'est jamais allé à ce niveau-là. Et pourtant, pas de maire. Il n'y a aucun maire, en tous les cas, RN estampillé aujourd'hui. Je reprends ma question. Ça sera en 2026, donc ces élections municipales. Vous allez cibler des communes vosgiennes pour essayer de faire entrer des maires RN? On va avoir effectivement un travail de ciblage à faire, notamment aussi dans ce vivier de nouveaux adhérents où on a... Alors qui sont-ils? Quel profil? Alors on a aujourd'hui beaucoup de jeunes qui arrivent, je crois que c'est la majorité de nos nouveaux adhérents, beaucoup de profs aussi chez ces jeunes, et puis un certain nombre de CSP+, qui, de plus en plus, franchissent le pas de rejoindre le Rassemblement national. Donc il y a vraiment un élargissement de la base électorale, même si votre base reste la même quand même. C'est une base ouvrière, une base des couches populaires. C'est quand même... C'est ça, aujourd'hui on est capable d'avoir toutes les classes dans ce parti-là, donc on a un panel très large. Alors, je vais m'adresser directement au député Imbert qui est en face de moi. Quels sont les dossiers prioritaires vosgiens que vous allez mettre devant l'Assemblée nationale? Il y a eu de l'actualité ces dernières semaines. Sur quoi vous allez batailler très vite lorsque la rentrée parlementaire sera effective? Écoutez, je suis membre de la commission développement durable, aménagement du territoire, qui sont déjà des sujets sur lesquels je travaillais au Conseil régional. On a des sujets, on l'a vu notamment cet été avec les inondations sur la plaine des Vosges, où là on a un certain nombre d'informations qui nous ont été remontées par à la fois les élus locaux, à la fois les agriculteurs. Et donc je pense qu'il va falloir qu'on puisse agir en amont, qu'on puisse, sur certains textes aberrants, faire des modifications. Je pense notamment par exemple à l'interdiction des curages de fossés par l'OFB. Office français de la biodiversité. C'est des éléments sur lesquels il va falloir travailler. Et puis on a toujours la problématique, nous, du développement des énergies renouvelables sur la plaine des Vosges, où vous avez des projets éoliens qui continuent de fleurir et donc qui continuent de paralyser à la fois nos paysages et le cadre de vie des habitants. Et on l'a vu très récemment encore aussi l'impact sur la biodiversité avec une cigogne coupée en deux dans le secteur de Dompierre. C'est vrai qu'elle a marqué les esprits, cette photo de la cigogne coupée en deux. Après, voilà, ça reste quand même très très marginal, il faut bien en convenir. Sur le mix énergétique, on entend beaucoup le RN, effectivement, dire tout le mal qu'il pense de l'éolien, qui fait partie de ce mix de fait aujourd'hui. Comment est-ce qu'on arrive à une production constante en France, sachant que le nucléaire, l'accélération du nucléaire voulue par le président Macron, il va falloir des années et sans doute une décennie pour que tout ça se mette en place. Comment est-ce qu'on fait dans les 10 ans qui viennent, sachant que le besoin d'électricité va être multiplié par 2? Alors, écoutez, on se repose évidemment sur le nucléaire, qui fait qu'aujourd'hui... Mais il n'est pas là, il ne sera pas là tout de suite. Mais nous avons déjà un parc nucléaire qui est en fonctionnement. On a le PR de Flamanville aussi qui va être relancé. Il faut aussi s'appuyer sur nos barrages hydroélectriques. Je pense qu'il ne faut pas les privatiser, comme l'Union européenne incitait à le faire, et qu'il faut aussi lever certains freins environnementaux qui empêchent notamment la remise en service de des turbines sur des cours d'eau qui permettent aussi cette production d'électricité. Donc il y aura aussi un travail, je pense, à faire en ce sens-là. Alors vous avez très souvent reproché à votre prédécesseur, Jean-Jacques Gaultier, le député LR, de ne pas être assez présent sur le territoire. Vous êtes sur une circonscription extrêmement vaste. En tous les cas, il y a énormément de communes, plus de 200 communes. Vous serez très attendu sur cette partie du boulot. Vous avez commencé ce tour de la plaine? Alors évidemment, en l'espace de 2 mois, j'ai déjà fait 25 sorties sur le terrain et je suis déjà au travail sur un certain nombre de dossiers aux côtés de parents d'élèves, d'agriculteurs, de chefs d'entreprise, d'acteurs du territoire qui ont demandé à me voir pour me présenter leurs projets ou pour faire accélérer leurs projets lorsque ceux-ci sont en difficulté. Évidemment, l'accueil que je reçois lors de mes visites de terrain, y compris dans les manifestations et événements, est très bon. Donc je pense que... Vous êtes invité partout aujourd'hui. On pose la question, clairement, on se dit, tiens, est-ce qu'un député RN est un député comme un autre? Est-ce que vous avez le sentiment d'être invité partout? Alors, invité partout, non, parce que malheureusement, nous avons encore un clan autour de l'ancien député qui refuse de jouer le jeu et qui finalement ne respecte pas la démocratie. Alors je dis à ces élus-là qui se disent gaullistes qu'il serait bien qu'ils commencent par respecter les institutions de la Ve République.
Tout dernier mot sur votre étiquette, votre casquette pardon, de conseiller régional. Quid du train? On va beaucoup parler du retour de la ligne 14 notamment. Élément très important sur lequel vous avez bossé à la région. L'ouverture à la concurrence, vous étiez archi contre au départ. Aujourd'hui, vous avez dit que c'est un mal nécessaire. Alors, c'est pas qu'on est archi contre. On est évidemment contre le fait de transférer à la concurrence des lignes qui sont en service, des lignes qui sont en fonctionnement et des lignes qui pourraient être potentiellement rentables, parce qu'on sait que la plupart des lignes TER ne le sont pas. Mais ce qu'on ne souhaitait pas, évidemment, c'était de transférer ces lignes-là à des entreprises privées. Ce qui concerne la ligne 14, on est sur une configuration totalement différente, parce que c'est une ligne sur laquelle il n'y avait plus de circulation depuis décembre 2016 et sur laquelle il n'y avait pas eu un investissement depuis de la SNCF et donc de l'État français depuis de très très nombreuses années. Donc ce que vous dites, c'est ça ou rien. En gros, il faut y aller. Si on veut. Il faut aussi faire preuve de pragmatisme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir que des dogmes lorsqu'on fait de la politique, et il faut aussi regarder l'intérêt du territoire lorsque cela est nécessaire, et mesurer les impacts, que ce soit pour les collectivités et pour le territoire. Sébastien Habert, le député Rassemblement national de la 4e circonscription des Vosges, était notre invité. Merci beaucoup. Merci. On suivra votre rentrée parlementaire, bien évidemment. On se donne rendez-vous pour ce qui nous concerne lundi prochain pour un nouvel entretien politique hebdomadaire. Très bonne semaine à toutes et à tous.